Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire dédié à la dématérialisation. Webinaire co-organisé par l'UGAP, INOPS et XDMat. Bienvenue à tous, on est avec vous pour 1 heure pour parler de plein de sujets super intéressants, et notamment le schéma directeur de dématérialisation. Autour de la table, plusieurs experts avec nous. Je vais commencer à ma gauche, Thibaut Riba, consultant en dématérialisation et en archivage électronique chez XDMat. Bienvenue. Merci, bonjour. À ma droite, Lotfi Askri, responsable marché public chez INOPS. Bonjour Guilhem. Et on a le plaisir de recevoir Alain-Joël Prieur, qui est chargé de mission auprès du directeur général des services et qui est en charge du numérique dans le CD13. Bonjour Guilhem. Et pour ma part, je suis Guilhem Pellman, donc chef de produit à l'UGAP sur toute la partie cybersécurité et sur les prestations intellectuelles informatiques. Alors, on est aujourd'hui avec vous pour 1 heure. Bien évidemment, ce webinaire est enregistré. Vous aurez le replay juste après l'événement. Au programme, on va évoquer dans un premier temps, pendant 30 minutes, 35 minutes, un petit retour d'expérience sur le projet qu'a eu Alain-Joël de schéma directeur. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a dû être mis en place? On enchaînera ensuite avec une présentation d'INOPS, du modèle INOPS et du marché d'assistance à dématérialisation par Lotfi. J'enchaînerai par une présentation de l'UGAP, des marchés de prestations intellectuelles et de leurs avantages. Et on finira par un retour d'expérience aussi d'Alain-Joël qui est passé par le vecteur UGAP pour son projet. Et à la suite, on aura 10-15 minutes de questions-réponses. À ce sujet, vous êtes actuellement sur la plateforme Livestorm. Si vous remarquez en bas à droite de votre écran, vous avez 2 onglets. L'onglet chat, donc j'ai vu que vous l'avez déjà vu. Vous nous avez dit bonjour, c'est agréable. Et vous avez ensuite l'onglet questions. On vous invite vraiment à poser vos questions dans cet onglet. Ça sera plus facile pour nous pour les traiter. Donc on va pouvoir débuter. On va commencer avec Thibaut. Avant de se lancer tête baissée dans la définition de la méthode pour construire et mettre en application un schéma directeur qui est urbanisé, est-ce que tu peux nous préciser avant tout certains éléments de vocabulaire et certains mots-clés? Très bien, merci pour cette introduction. Déjà, moi je suis content d'être là parce que je vais pouvoir parler de mon travail au quotidien, ce que j'aime faire. Et effectivement, commencer par quelques définitions parce que dans ces terminologies schéma directeur de la dématérialisation urbanisée, il y a beaucoup de termes et je préfère le cadrer tout de suite, notamment sur le terme dématérialisation qui définit finalement des transformations de processus, transformation d'un processus matériel, physique, en un processus qui est immatériel, dématérialisé. On a souvent tendance à résumer la dématérialisation à de la transformation de support. J'ai un document papier, il devient numérique. Or, l'idée de la démat, c'est quand même de transformer les processus plus que les documents. Schéma directeur, maintenant, donc traditionnel, c'est un terme qu'on connaît bien, système d'information. Alain-Joël, tu vas pas me contredire avec ça. Mais dans ce cadre-là, on l'entend plutôt comme étant une stratégie à moyen terme, moyen ou long terme. Essayer d'établir une stratégie de dématérialisation sur 3 à 5 ans qui va permettre de dérouler des projets, améliorer, optimiser le système d'information, les usages et les processus. Et in fine, le terme urbanisation aussi, puisqu'on parle de schéma directeur urbanisé, et j'aime bien faire l'analogie avec finalement l'urbanisme dans la vraie vie de tous les jours, la capacité de mettre des outils, de les lier les uns avec les autres, comme on crée un quartier commerçant, comme on crée un quartier résidentiel et qu'on relie tout ça avec des routes. C'est pareil dans le système d'information. On a la nécessité de poser les choses au bon endroit et de les relier de la meilleure des façons possibles. Merci Thibaut. J'aurais des questions à te poser. Et la première qui me vient à l'esprit, dans un projet de schéma directeur de la dématérialisation, quel est l'élément ou les éléments déterminants pour la réussite de tel projet ? Ouais, alors on commence souvent, j'aime bien quand on fait des missions chez XDMat, poser un certain nombre de prérequis. On commence par là et souvent pendant les premières étapes, même avant le démarrage de notre mission, j'insiste sur ces prérequis. J'insiste surtout sur 3 prérequis principaux. Le premier, c'est la capacité à avoir une gouvernance dans le cadre de ces projets. Ce sont vraiment des projets qui touchent au système d'information, aux usages de ce système d'information, au processus métier qui utilise ces outils, mais aussi à l'organisation en tant que telle. Dématérialiser, ce n'est pas rajouter des couches sur des couches existantes, c'est transformer ces couches. Donc ça veut dire qu'il y a un enjeu de gouvernance, ça doit être porté. Alain-Joël peut en témoigner, un portage au niveau le plus haut qu'on peut par rapport à cette transversalité. Ça, c'est le premier prérequis. Le deuxième, c'est la capacité à mobiliser des ressources. Comme je l'ai dit, ça va agir sur l'organisation, ça va agir sur le système d'information. Ça veut dire qu'il faut qu'on puisse aller rencontrer et voir
des métiers, ça va solliciter les différents métiers de la collectivité et qu'on puisse avoir l'appui de la DSI pour pouvoir comprendre les outils, leurs usages, leur déploiement, leur système de maintenance. Et in fine, troisième élément important, c'est le contexte dans lequel on s'intègre quand on fait ce genre de mission. C'est très différent de mener un schéma directeur de démat urbanisé dans un contexte où ça fait déjà 10 ou 15 ans où on a entamé cette transformation numérique et cette dématérialisation par rapport à des collectivités qui peut-être sont un petit peu au début de leur projet. Et on a beaucoup discuté, je m'en souviens, Alain Jouel, de ce contexte parce que le CD13 avait démarré quand même bien avant. Donc oui, justement par rapport au contexte du département des Bouches-du-Rhône, donc le département des Bouches-du-Rhône en fait a construit son système d'information un peu au fil de l'eau. C'est-à-dire qu'il y a eu une démarche d'acquérir un outil de gestion électronique de documents, comme souvent, hein. Et puis après, on a greffé des outils métiers dessus. Alors ça s'est fait soit sur des demandes des métiers, soit souvent aussi parce qu'il y avait des obligations réglementaires. Donc je pense particulièrement à tout ce qui était dématérialisation des flux financiers, quand on est passé au PSV2 avec obligation de fournir tous les flux financiers en format dématérialisation. Ça nous a amené à construire une GED facture, une GED du coup pour gérer les pièces justificatives de tous les flux financiers, c'est-à-dire l'ARH, donc une partie de dossier quelque part de dossier agent, des GED aussi, une GED marché pour pouvoir mettre toutes les pièces de marché. Donc tout ça, sans notion d'urbanisation, parce qu'on l'a fait dans l'urgence, parce que forcément, comme beaucoup de collectivités, le département des Bouches-du-Rhône était pas forcément en avance à l'époque. Donc du coup, en 2019, on a pris conscience que fallait prendre un peu de recul, qu'il fallait vraiment construire une stratégie autour de la dématérialisation. Donc du coup, on a lancé, on s'est rapproché du coup de l'UGAP, qui était un vecteur permettant d'aller un peu plus vite. Et puis on a vite pris contact avec XDMAT. Donc, conscient à la fois de notre existant, des demandes métiers, parce qu'on était aussi quelque part dans un schéma directeur informatique, donc avec un certain nombre de demandes métiers. Et on avait à l'époque aussi, en même temps, l'arrivée d'un nouveau directeur de programme dématérialisation. Donc, du coup, tout ça nous a amené à se dire, il faut qu'on construise quelque chose de plus pérenne, qu'on stabilise. Alors, pour la gouvernance, au début, parce que c'est important, en effet, que ce soit porté, les projets de dématérialisation, il ne faut pas oublier que les métiers les voient souvent comme un outil. C'est-à-dire, j'ai du papier, on va le scanner, on va le mettre dans l'ordinateur, et puis c'est bon. Alors que pas du tout, en fait. C'est souvent une transformation des métiers. Donc, ce qui veut dire aussi, se demander, toucher l'organisation, et se demander ce que vont devenir les gens. C'est-à-dire que les métiers des gens vont être transformés. Et dans le secteur public, transformer les métiers des gens, c'est jamais simple, puisqu'ils ont des fiches de poste. Donc, faut modifier les fiches de poste. Donc, c'est quelque chose qui doit vraiment être pris d'un point de vue général et d'être porté dans l'organisation. Alors, c'est vrai qu'au début, on a commencé plus par un portage de la DSI. On a vite trouvé en sponsor la directrice générale adjointe de l'administration générale. Et puis peu à peu, en fait, on est passé à un portage au niveau direction générale des services. Voilà. Donc du coup, on avait des métiers qui étaient demandeurs, donc qui étaient mobilisables, un portage, donc une gouvernance aux différents niveaux de l'administration, ce qui nous a permis de démarrer. Donc on a démarré, c'est vrai, le schéma directeur en 2020. Bon, il s'est un peu suspendu rapidement en 2020 à cause de la crise sanitaire, mais après on reviendra un peu sur la suite et on l'a finalisé globalement. On va dire au printemps 2021 avec les derniers arbitrages de la Direction générale des services. Merci Alain Jouel. C'est très clair. Ça m'amène à une deuxième question pour toi Thibaut. Une fois que ces bases posées, quelles sont les étapes à venir? Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Oui, alors effectivement, on rentre dans un projet assez traditionnel, donc je ne vais pas revenir sur la nécessité de faire de lancement, fédérer les acteurs, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, gérer les risques, gérer les plannings, etc. Évidemment, on rentre dans un projet. Je vais me concentrer sur ce qui fait la spécificité de ce genre de projet, et notamment la nécessité d'avoir une double approche, tout autant fonctionnelle, triple approche du coup, fonctionnelle, organisationnelle et technique. La première chose qu'on fait dans ces éléments-là, c'est qu'on définit les périmètres et les processus qu'on va intégrer dans cette étude. Ouais. Donc on va voir les métiers. On a besoin d'aller voir
les responsables de marché public, les sachants autour de ça. On a besoin de travailler sur les finances, on a besoin de comprendre comment est géré, tu en parlais Alain Joël, le dossier individuel de l'agent. Quand on est dans une collectivité commune ou agglomération qui a des compétences autour de l'urbanisme, on a besoin de comprendre comment l'urbanisme est traité, notamment avec les dernières avancées de 2023 sur la dématérialisation des autorisations d'urbanisme et tout ce qui est lié au droit des sols. Donc on a besoin de comprendre les usages des métiers, les processus, pour en identifier leurs limites, leurs différences et les possibilités d'optimisation, d'amélioration, de mutualisation. Je reviendrai ça juste après. Donc ça, c'est le premier élément très important. Deuxième, pour ça je parle souvent de doublette d'atelier, c'est être en capacité d'aller voir ensuite et de coupler avec des éléments techniques. Oui, je suis allé voir le service des marchés qui m'a mis en avant l'usage de plusieurs outils, de leurs limites et des processus d'usage de tout ça. Et j'ai besoin de me rassurer auprès de la DSI sur des éléments techniques d'interopérabilité entre les outils, de modalités d'évolution, de roadmap des outils qui vont permettre, et j'y reviendrai aussi, dans mes modalités d'évolution, finalement d'être en capacité de proposer des préconisations qui vont bien dans ce contexte. On fait donc une synthèse à l'issue de tout ça. L'idée, c'est quand même de recueillir l'information et de prendre de la hauteur. J'insiste sur ça, je prends souvent d'ailleurs l'exemple, et je pense que l'exemple prendre de la hauteur, il est bien, parce que l'objectif de cette phase de projet, c'est d'avoir une idée assez fine et des outils utilisés et des processus métiers. Donc ça veut dire que objectivement, on essaye de construire une cartographie qui ressemble un petit peu à ça, avec des différents socles métiers dans lesquels on va pouvoir se rendre compte finalement qu'il va y avoir des doublons, des triplons d'usage, des doublons, des triplons d'outils. Et finalement, cette cartographie, quand on la regarde comme ça et qu'on prend la hauteur, qu'on dézoome, on va pouvoir se rendre compte justement de ce qui pourrait être améliorable, tout autant du point de vue technique que du point de vue fonctionnel et organisationnel. Et pour ça, avec Alain Joël, on est allé rencontrer pas mal d'acteurs. Finalement, je me souviens, on avait fait pas mal d'ateliers. Tout à fait. On a dû faire à peu près une quinzaine d'ateliers. Alors, ça remonte un peu, je n'ai pas le chiffre exact, mais on doit être autour de ça. Alors, on a choisi en effet des métiers qui déjà étaient sensibilisés à la dématérialisation ou voulaient y aller. Donc, forcément, il y a les métiers incontournables qui sont les finances, l'ARH, qui sont des gros consommateurs de documents, des gros consommateurs aussi d'échanges interapplicatifs. Aujourd'hui, c'est les systèmes d'information les plus interconnectés chez nous, finance et RH. On est allé voir la direction de l'achat public, tout ce qui est marché, la direction des assemblées, donc tout ce qui est processus délibératif, donc qui a aussi beaucoup de papier, même si maintenant on dématérialise beaucoup de choses dessus. On est allé voir le social. Le social, pour les départements, c'est une compétence obligatoire. C'est le dossier de l'usager. Donc, il y a également beaucoup de papiers dans le social. Donc, on est allé voir l'insertion, la MDPH et également la direction des personnes âgées et des personnes handicapées, qui sont les principales et c'est celles qui étaient les plus mûres. On s'est penché aussi sur le courrier. Alors, le courrier, c'est toujours un sujet très compliqué. Et sur la partie subvention, qui était déjà dématérialisée chez nous depuis plusieurs années via un portail de dépose des dossiers, mais avec toute la partie derrière nécessaire d'archivage électronique à terme. Et en complément, il y a eu aussi pas mal d'ateliers plus techniques, donc avec la DSI, avec les responsables de systèmes d'information à la DSI, de façon à voir les éléments, les existants, les possibilités d'interconnexion. Alors, c'est vrai que la cartographie existante est importante. Alors, on avait la chance quand même d'avoir 2 cartographies au département. D'une part, une cartographie technique qui avait été faite avec les différentes applications et les flux interapplicatifs. Et d'autre part, une application, on va dire, une cartographie, je dirais, plus métier, qui avait été réalisée dans le cadre du schéma directeur numérique, avec d'une part l'existant, donc on va dire, par domaine métier, et quelque part aussi les flux, mais les flux métiers. Donc, et aussi bien entre ces domaines métiers qu'avec l'extérieur, des partenaires différents. Donc, c'est vrai que ça a servi de base. Alors, on avait lancé de toute façon la stratégie parce qu'on savait déjà qu'on avait quelques outils en double. Si je prends par exemple la signature électronique, un parapheur côté dématérialisation des finances pour fournir les bordereaux aux payeurs, et également, un parapheur, une signature électronique qu'on avait à la direction de l'achat public
pour signer les PV de CAO. De la même manière, les GED, alors on avait choisi au départ de faire une GED unique à un socle unique. Donc c'était l'une des questions du schéma directeur. Est-ce qu'il faut une GED unique ou est-ce qu'il est préférable d'avoir des GED métiers? Bon, je pense qu'on va revenir dessus un peu après. Et on s'est attaqué aussi, bien sûr, à tout ce qui est flux interapplicatif. Donc Thibaut en a parlé. Il y a un point important, c'est que quand on pense dématérialisation, souvent, il l'a dit au début, les gens dans leur tête, c'est on met un outil, on passe du papier, on le passe dans un scanner plus ou moins intelligent, ça donne un document numérique. Alors que la dématérialisation, il faut l'associer aussi quelque part aux téléservices qui vont pouvoir permettre de dématérialiser à la source. Donc ça, c'est un point qu'on a pris en compte. Alors on avait un compte usager, donc les téléservices sont importants. Et également, éviter par exemple les doubles saisies, les triples saisies qu'il peut y avoir dans certaines directions. Alors c'est de l'optimisation des applications qui permet derrière de gagner du temps d'une part pour les métiers, et surtout d'éviter les erreurs, parce qu'on sait que quand il y a des triples saisies ou doubles saisies, il y a souvent des erreurs. Voilà un peu le contexte global. Merci Alain Joël. Je me tourne une troisième fois vers toi Thibaut. Une fois, c'est très clair et je vous remercie. Une fois que ce cadre clair est posé et que l'ensemble des parties prenantes partagent le même niveau d'information, j'imagine que la suite, c'est de mettre le tout pour qu'on puisse avancer. Oui, c'est ça. En fait, c'est là où on va utiliser cette prise de hauteur dont je parlais tout à l'heure et finalement où on va travailler sur cette optimisation, cette performance, cette efficience, cette cohérence. L'idée, c'est d'apporter efficience au système d'information via une méthodologie et des éléments décisionnels. Évidemment, l'idée du schéma directeur, c'est de faire évoluer le système d'information et les usages. Et pour le faire évoluer, on a besoin de passer par un temps décisionnel. Souvent, ce qu'on fait quand on travaille chez XDMAT, c'est on a une doublette un petit peu, là encore. Le travail sur un arbre décisionnel, dans un premier temps, c'est le fait de dire, on s'est retrouvé face à une situation et on a 5, 10, 15, que sais-je, possibilités d'évolution sur tel et tel sujet. Il faut tout poser. Je crois plus, en tout cas, à la capacité de gérer ce qu'on appelait traditionnellement des scénarios ou scénarios de déploiement, où on va artificiellement faire rentrer dans des possibilités des différents choix qui se présentent à nous. Moi, je préfère tout poser, individuellement les uns des autres, parfois en mettant des adhérences entre les divers choix, mais pour se poser toutes les questions. Quid de la transition des modalités d'hébergement? Il y a peut-être des éléments qui se passent dans les collectivités ou les grandes entreprises publiques ou les ministères là-dedans. Beaucoup de choses ont changé là-dessus. Alain Joël en parlait. Quid de la nécessité d'harmoniser les outils et de faire une sorte de dogme de n'avoir qu'un seul outil par typologie d'outils? C'est des choses qu'on essaye de défendre à l'inverse. Oui, il peut y avoir un intérêt très fort à avoir une jet transverse, mais parfois, il y a des intérêts métiers, des intérêts financiers, des intérêts de déploiement, des intérêts d'usage qui découragent de faire ça. Et sur lequel il ne faut pas aller. Donc, on pose cet arbre décisionnel, on n'est pas dogmatique et on essaye d'apporter, pour toutes les possibilités qui s'offrent à la collectivité, tout un tas de choix, évidemment, en les préconisant. Une fois qu'on a fait ce chemin, qu'on a pris les bonnes branches de l'arbre décisionnel, on travaille sur une stratégie. Et cette stratégie, c'est une stratégie, je répète, efficience, optimisation, qui vise à construire ce qu'on appelle un socle de dématérialisation. Rassembler, essayer d'avoir cette stratégie, décloisonner la question de la démat des différents verticaux métiers et des différents processus métiers pour en faire une problématique à part entière qui soit un socle qui peut être utilisé par toute la collectivité. Et je répète, je ne mets pas de dogme là-dedans. Alain Joël, on en a parlé longuement. Si il y a des spécificités très fortes en termes de droit, en termes d'usage, en termes de partenaires sur l'utilisation d'une jet, par exemple, secteur social dans les collectivités et dans les départements, c'est pas forcément utile d'en mutualiser les usages avec, par exemple, un service des finances qui ne partage pas les mêmes contraintes, les mêmes obligations. Donc ça, c'est vraiment un truc... moi, j'insiste sur ça, la capacité, la slide a un petit peu bougé, à construire ce socle des maths, à mettre en place des règles d'usage sans tomber dans le dogme et dans l'obligation à chaque fois qu'on fait ça. Et je sais que c'est un travail qu'on a mené et des orientations qu'on a menées avec toi, Alain Joël, entre autres. Tout à fait. Donc, on s'est vraiment posé ces questions. Donc, on l'a dit, on avait plusieurs GED, plusieurs parapheurs, plusieurs tiers de télétransmission aussi.
Il y a toujours la frontière, en effet, entre le collaboratif, la GED, qui est toujours un sujet un petit peu compliqué. Quelle est la place de Teams, par exemple, et de la gestion des fichiers par rapport à une GED? Donc ça, je pense que tout le monde se le pose, toutes les collectivités, toutes les entreprises. Comment arriver à maîtriser cette documentation? Donc, nous, ce qu'on s'est posé, de toute façon, l'objectif du schéma directeur, c'était d'identifier, par rapport à nos besoins, où on allait aller. Alors, en termes de SAE, le département n'avait pas de SAE. En termes de dossiers usagers, de dossiers agents, donc dossiers usagers plus orientés chez nous social, puisque nos usagers sont surtout dans le social. Dossiers agents, ça, c'est les agents de la collectivité. Donc là, le ou les parapheurs électroniques et la signature électronique associée. Le niveau de signature, parce que c'est important aussi. Il y a un certain nombre de choses dans les collectivités. On parle de signature électronique parce qu'on signe papier. On signe papier dans les parapheurs. C'est pas pour ça qu'il faut une signature électronique avec un niveau de certificat RGS. Il y a des choses, un visa peut tout à fait suffire dans une application métier, du moment qu'il y a un certain niveau de traçabilité qui est important. Donc on s'est posé ces questions. La notion de coffre-fort aussi numérique, puisqu'on voulait dématérialiser les bulletins de paye. Et puis, GED métier versus GED, entre guillemets, administrative. Où on avait des GED, donc plus, je vais dire plutôt administrative, finance, RH, marché. Quid du social? Est-ce qu'on utilise le même socle ou pas? Donc c'est vrai qu'on avait un dogme au départ qui était plus d'avoir une GED unique, mais du coup transverse et je dirais moins bien interfacée, moins bien efficience pour les métiers. Donc ça, on s'est permis de reposer ce dogme et de le remettre en question. Il y a aussi la notion, bien sûr, de où on va, par exemple, sur les chaînes d'acquisition. Donc aujourd'hui, on a des outils de reconnaissance automatique de documents, de lecture automatique de documents, qui permettent de faire beaucoup de choses. Par contre, c'est un paramétrage et quelque part une maintenance derrière qui sont importantes. Donc, est-ce qu'il faut globalement faire le maximum dès l'acquisition ? Alors, quand on a des documents à peu près figés, je dirais des CERFA, etc., ça peut valoir le coup de le faire. Quand c'est des documents moins figés, même si aujourd'hui ces outils sont basés quand même sur un peu plus d'intelligence artificielle qui reconnaissent des choses, on sait qu'il y a un taux d'erreur qui est important et qui nécessite derrière du vidéocodage. Donc, est-ce qu'il faut mieux pas lire le minimum et vidéocoder de toute façon, sachant que nous aussi, on a du personnel à réutiliser, puisque la dématérialisation amène, je l'ai dit tout à l'heure, à changer les métiers. Donc changer les métiers veut dire que des personnes qui avant faisaient plus, on va dire, de l'assistanat, les photocopies, parce que les dossiers sont toujours dans les collectivités en 3, 4 exemplaires, on en transmet à droite, à gauche, faisaient tout ce travail-là, il faut leur trouver, un nouveau job avec soit plus de plus-value pour la collectivité, soit trouver, par exemple, un poste de vidéocodage, c'est des choses qui peuvent se faire aussi. Voilà, donc on a posé tout ça, on s'est demandé aussi, par rapport aux outils qu'on avait, est-ce qu'on les garde, est-ce qu'on les garde pas, est-ce qu'on essaye de les fusionner et en fait, on est arrivé à la fin, globalement, à construire, donc à partir de ces arbres décisionnels, finalement une matrice de choix entre bénéfices, complexité sur un certain nombre de domaines, donc le SAE, le parapheur électronique, le courrier, le dossier, usager, qu'on a mis, à l'arbitrage du directeur général des services, ce qui a permis en fait de fixer les priorités. Et bien sûr, on est allé en priorité. Alors, hors SAE, qui a quand même une certaine complexité, une complexité forte et des bénéfices, importants aussi, mais qui est réglementaire, donc celui-là, on ne pouvait pas le sortir. Sinon, on allait sur ceux qui avaient, une complexité plus faible par rapport à nous, parce que bien sûr, la complexité se base par rapport à l'organisation et des bénéfices importants. C'est pour ça que, par exemple, nous, le courrier, pour l'instant, on ne l'a pas mis en prioritaire, parce que le courrier, chez nous, il y a des outils qui existent, et c'est compliqué d'un point de vue organisationnel, et de reskiller aussi les équipes qui, aujourd'hui, font la distribution du courrier. Voilà, donc on est arrivé globalement à une feuille de route pour les années à venir
à partir de ces arbres décisionnels. Merci Alain Joël. Je vous écoute depuis tout à l'heure attentivement, que ce soit toi Alain Joël ou Thibaut. Vous utilisez le terme, en évoquant le projet schéma directeur, vous utilisez le terme urbanisé. Thibaut, en tant que consultant expert de la dématérialisation, est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu là-dessus ? Oui. J'en ai fait une définition tout à l'heure en faisant un peu le lien avec l'urbanisme comme on l'entend. C'est la capacité donc d'avoir un système d'information, cette urbanisation, dans lequel les applications sont à leur place, qu'elles soient reliées avec des modalités d'interopérabilité qui soient cohérentes et surtout qui soient gouvernées. Souvent, quand on démarre nos prestations sur la partie atelier, notamment technique, dont on a parlé tout à l'heure, on se rend compte que finalement, parfois, on est en carence d'urbanisation et surtout en carence d'interopérabilité. Alain Joël, tu en parlais tout à l'heure et tu disais que certains agents faisaient 1, 2, 3 saisies différentes de la même donnée dans différents systèmes d'information parce qu'il y en a une nécessité. J'ai même eu des agents qui m'ont dit on est maintenant plus opérateur de saisie que le métier qu'ils faisaient à la base. Et justement, dans ce cadre-là, l'approche urbanisation-interopérabilité, elle vise à faire ça. Elle vise à optimiser les processus des différents collaborateurs et agents de la collectivité en mettant des règles sur le positionnement des applications, le déploiement de ces applications liées aux usages toujours, et les modalités d'interopérabilité entre ces éléments-là. Comme quand on est dans une ville, on ne va pas s'amuser à 20 km de mettre un quartier résidentiel où la première école est à 25 km. C'est évident. Mais c'est pareil quand on parle d'urbanisation du SI. Donc, là où nous, on insiste quand on fait ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau, comme quand on pourrait parler, mais on n'en aura pas le temps, de tout ce qui est dématérialisation plus responsable et d'apporter un nouveau mot à tout ça, urbanisé et responsable. Du point de vue du numérique responsable, on travaille sur ce qu'on appelle une couche d'interopérabilité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne va pas subir l'interopérabilité qu'on veut mettre en œuvre dans notre système d'information, mais on va en orienter une stratégie en mettant en place des règles d'usage et des exceptions de ces usages. Et là, pareil, pas de dogme. Est-ce que vous possédez des orchestrateurs ? Quel est le poids de cet orchestrateur ? Comment peut-on l'utiliser ? Est-ce qu'on en fait une règle ou pas ? Est-ce qu'on va s'appuyer, c'est très vrai pour les petites collectivités, sur les connecteurs natifs que nous offrent les différents éditeurs ? Mais dans ce cadre-là, il faut être très prudent sur les capacités de maintenance et les contractualisations qu'on va faire avec ces éditeurs. Est-ce qu'en interne, on a des compétences en termes de pilotage, en termes de surveillance, et pour lesquelles on pourrait finalement enlever toute adhérence entre les applications pour pouvoir faire un pilotage d'interopérabilité et d'échange de données sans avoir une intervention externe d'une collectivité? Est-ce qu'on externalise des référentiels communs entre différentes applications qui vont utiliser la même donnée? Je me souviens quand j'ai eu l'occasion de travailler sur des informations géographiques, dans laquelle on avait par exemple une liste de communes, ça peut être très vrai pour le département, ça n'avait pas été le cas chez nous, mais où on a 3, 4, 5 terminologies différentes pour désigner la même chose. Et ça peut être très problématique dès lors qu'on essaye d'harmoniser, d'être plus cohérent dans l'usage de nos outils. Donc tout ça, ce sont des éléments qui ont été pris en compte. Tu as parlé du système d'archivage électronique. C'est d'autant plus vrai pour ce cas d'usage où on a besoin vraiment de gérer l'interopérabilité. Un système d'archivage électronique, souvent, est au cœur du SI dans l'arrivée des données à un moment donné, justement. Et si on ne réfléchit pas à une porte d'entrée cohérente, à une interopérabilité propre, en général, on a des systèmes d'archivage qui sont vides, comme dans, malheureusement, beaucoup trop de structures. Donc voilà pour l'urbanisation, c'est des éléments qu'on a pris en compte. Et puis, je te redonne la parole Alain Joël, parce qu'on a avancé finalement sur la mise en œuvre de ce schéma directeur. On l'a beaucoup travaillé en amont, mais maintenant, on commence à le mettre en œuvre et je sais qu'il y a de belles avancées récemment, notamment. C'est ça. Bon, alors c'est des projets, il ne faut pas l'oublier, quand même de long terme, parce qu'ils touchent justement l'urbanisation du système d'information. Les collectivités aussi sont en pleine réflexion sur tout ce qui est hybridation. Ouais. Qu'est-ce qu'on garde comme données en interne ? Qu'est-ce qu'on sort du système d'information ? Alors, avec toutes les notions de sécurité et de cybersécurité qui vont avec, mais ça, c'est aussi un autre sujet à part entière. Et ce qui fait que, globalement, il faut prendre en compte tout ça. Donc, c'est vrai qu'on a pris un peu de retard par rapport à ce qu'on avait pensé, je dirais, en 2021. Qui s'explique d'une part par cette urbanisation du SI, d'autre part aussi
comme beaucoup de collectivités post-Covid, il y a eu un certain nombre de départs chez nous, parce que les gens, suite au Covid, ont décidé de partir ou de changer de fonction. Moi, le premier, qui était à la DSI à l'époque, qui n'y suis plus. Donc, du coup, c'est vrai qu'on a pris du retard, mais on commence à le rattraper. Donc, aujourd'hui, on a notre coffre-fort numérique qui est opérationnel. Enfin, qui est opérationnel depuis septembre, donc voilà, il y est. On a aujourd'hui acquis le parapheur électronique et la signature électronique qui vont être déployés début 2024 pour une partie RH et une partie marché. On a, alors le SAE, c'est celui qui a pris, je pense, le plus de retard. Bon, c'est pas le projet le plus simple non plus, mais on va dire qu'il est enfin lancé. On a un projet qui est piloté, on a choisi de le faire piloter en fait par la direction métier, c'est-à-dire les archives départementales qui le portent plutôt que par la DSI. Donc de façon à ce que les archives puissent reporter à la direction générale des services et alerter si ça ne va pas. Donc la DSI est bien sûr en support. Et aujourd'hui, on est pour l'instant sur un atterrissage premier trimestre 2026 pour la mise en œuvre des premiers cas d'utilisation qui seront sûrement autour des assemblées parce que c'est assez simple et sûrement également les marchés parce que c'est pareil, c'est assez normalisé. Après, on a changé aussi des choses dans la feuille de route, parce qu'on avait, par exemple, la GED sociale usagée n'était pas identifiée forcément comme prioritaire. Aujourd'hui, on a eu un stock, on va dire, de dossiers à la MDPH qui s'est cumulé. Donc, parce qu'il y a une augmentation, je dirais, en flèche des demandes, surtout aussi post-crise sanitaire. On augmente à peu près le nombre de dossiers de, je crois, 10% tous les ans. Donc, ce qui est énorme sur un volume comme celui des Bouches-du-Rhône. Donc, aujourd'hui, la MDPH qui est dématérialisée, on va dire, post-notification. Donc, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils avaient notifié, après, ils dématérialisaient pour archiver. On va passer, en fait, à une dématérialisation dès l'entrée. Donc, avec d'une part, un téléservice qui va permettre globalement aux usagers de remplir le dossier. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu un dossier MDPH, mais c'est un CERFA qui fait une 20aine de pages, qui est quand même très compliqué, avec derrière un dossier médical, bien évidemment, puisqu'on évalue des gens qui ont des handicaps. Donc, du coup, on va passer à cette dématérialisation dès l'entrée, de façon à savoir aussi en permanence le nombre de dossiers qu'on a en stock. Parce qu'aujourd'hui, comme c'est des dossiers papier, c'est un petit peu plus compliqué quand même. Donc aujourd'hui, ça c'est un projet qui est lancé. Donc on a choisi de prendre là une GED métier, qui n'est pas du tout le socle, qui est justement déjà interfacé avec l'outil métier qu'a la MDPH. Bon, en gros, il y en a 3, il y a 3 éditeurs, puisqu'aujourd'hui c'est on va dire, imposé par la CNSA. Voilà, on a acquis l'outil, on va le déployer, et là, le but, c'est la dématérialisation complète de la MDPH pour juin 2024. Donc c'est pareil, là, on est dans un challenge parce que il y a on va dire, le projet technique qui est porté par la DSI, qui va se dérouler, et voilà, il y aura des difficultés, comme tout projet technique, mais sur lequel on n'est pas plus inquiet que ça. Un petit peu inquiet sur la reprise des données, parce qu'on a quand même beaucoup de données. C'est dématérialisé depuis une dizaine d'années, donc ça fait quand même un volume de données très important. Mais il y a aussi un projet organisationnel. Et aujourd'hui, c'est tellement important, je dirais, pour la réussite, qu'on a globalement pris une AMO que sur la partie organisationnelle, qui va assister la MDPH à se réorganiser, à changer les pratiques, parce que entre globalement étudier un dossier au format papier avec des médecins qui globalement annotent. Puis vous savez comment les médecins annotent, vous le voyez sur les ordonnances. Et globalement passer à justement étudier ce dossier sur informatique en rajoutant des commentaires sous forme de post-it sur les documents et autres. Il y a un énorme gap et il y a un énorme changement de comportement à faire. Donc voilà, on est en plein là-dedans, avec un objectif, donc juin 2024, de mise en œuvre à la fois de cette dématérialisation dès l'entrée des dossiers et le téléservice qui va avec pour les usagers. Sachant que dans le domaine du handicap, de ce qu'on a, c'est que le téléservice, il va faire 20-25% des dossiers et guère plus. Voilà.
Alors ça viendra peut-être à terme, mais voilà, c'est pas le public le plus à même globalement d'utiliser les téléservices. Voilà. Et il y a un point aussi important quand même aussi, c'est qu'on a tenu à mettre, je veux dire, en face de ces projets de dématérialisation, une notion de ROI. Alors ROI, c'est un grand mot, hein, surtout dans les collectivités, parce que quand on pense à des maths, forcément le ROI, il est souvent sur économiser de l'argent et des humains, donc c'est un peu tabou. Mais on regarde aussi le ROI d'un point de vue... aujourd'hui, par exemple, pour traiter normalement un dossier MDPH, on a 40 jours. Donc aujourd'hui, par rapport à ce délai de 40 jours, comment on va être demain? Où on est aujourd'hui et est-ce qu'on va améliorer notre délai? Donc il est important. Et ça, ce que permet aussi la démat, c'est de mettre en place ces indicateurs, mais qu'il faut penser dès le début. C'est-à-dire qu'il faut vraiment... dès le début du projet, se dire « je veux piloter », parce que bon, là, dans le cas de la MDPH, on est typiquement, pratiquement dans une usine de production. Alors, avec de l'humain derrière, bien évidemment, parce que c'est des cas humains, hein, on ne va pas mettre de l'intelligence artificielle pour regarder les dossiers, mais il faut qu'on sache en permanence où est-ce que ça bloque, si ça bloque, et comment ça s'améliore. Donc, c'est très important dans ces projets de dématérialisation aussi, à chaque fois, d'associer des indicateurs et de les suivre. Merci messieurs pour ces échanges, pour ces retours d'expérience très intéressants. Maintenant, on va plus s'intéresser à Inops, donc, qui est titulaire du marché d'assistance à la dématérialisation de l'UGAP. Lotfi, est-ce que tu peux nous faire une présentation d'Inops, du modèle Inops et également du marché d'assistance à la démat? Bien sûr. Inops, en résumé, hein, et je vais être très très court, Inops est le premier réseau TPE, PME du numérique en France. Donc c'est un modèle atypique, unique, qui est constitué de plus de 1000 entreprises partenaires et on accompagne à peu près plus de 400 acteurs publics. Donc ça c'est par rapport au... Inops, c'est une filiale, c'est l'une des filiales du groupe Freelance, groupe Freelance qui est pionnier du freelancing, hein, comme son nom l'indique. En quelques chiffres, le groupe Freelance, c'est plus de 350 collaborateurs qui œuvrent au quotidien auprès des institutions publiques, mais aussi le secteur privé. C'est un chiffre d'affaires 2022 de plus de 800 millions d'euros, une dimension à l'international, puisqu'on est présent à l'international, et notre ambition, c'est de continuer à œuvrer auprès de nos partenaires, hein, auprès des PME, TPE, pour leur ouvrir l'accès à la commande publique, d'une part, et d'autre part, faire profiter les acteurs publics, en l'occurrence les institutions, nos institutions publiques, à accéder à cet écosystème innovant. D'accord. Et le marché d'assistance à la dématérialisation? Alors, le marché assistance à la dématérialisation, c'est un marché chez nous qui est l'un des marchés historiques, hein, de chez Inops, en œuvre depuis pratiquement une décennie. C'est un marché qui est commercialisé par l'UGAP sous forme d'unités d'œuvre. Donc, il est constitué exactement d'une quinzaine d'unités d'œuvre qui permettent de gérer ou de toucher à l'ensemble, et je parle sous le contrôle de Thibaut, de gérer l'ensemble des j'ai envie de dire des parties qui sont en lien avec un projet de dématérialisation, sachant que je voulais juste aborder un point là-dessus, c'est quelque chose qui nous a permis par le passé et de nos jours d'aller sur des sujets très intéressants, comme je viens de le dire, et ça, on donne la possibilité aux différentes institutions publiques de profiter de cet écosystème qui est mis en place par Inops et par nos partenaires. D'accord. Peut-être que je présente l'UGAP, du coup, maintenant qu'on a présenté Oui. Inops. Alors, un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas l'UGAP, c'est la seule centrale d'achat qui est publique, hein, qui est généraliste et 100% dédiée au marché public. C'est vraiment un acteur prépondérant
de l'achat public. L'UGAP, elle se distingue par son mode de fonctionnement, donc c'est un mode d'achat pour revente, et également par son engagement en faveur des politiques publiques, donc notamment tout ce qui est RSE, tout ce qui est social. Si je dois donner un exemple, par exemple, dans la plupart de nos marchés, on a des clauses d'insertion sociale, entre autres. Et c'est des clauses qui permettent, par exemple, de favoriser le retour à l'emploi de personnes qui n'en ont plus. Et le GAP vraiment tient à ce que les titulaires respectent et fassent respecter ces clauses. Le rôle de l'UGAP, c'est vraiment de permettre à l'ensemble des acteurs de la sphère publique d'accéder à la commande publique. Et ça, finalement, c'est quelle que soit leur taille, quel que soit le montant de leur commande. Et bien évidemment, c'est sans passer d'appel d'offres. Les acteurs de la sphère publique qui sont un peu la cible de l'UGAP, donc c'est les collectivités territoriales, c'est les établissements publics de l'État, c'est tout ce qui est secteur de la santé et c'est également le secteur social. L'UGAP, c'est également un réseau territorial de proximité. On a plus de 800 collaborateurs répartis partout en France au travers de 8 directions territoriales et 25 implantations territoriales. Ce qui fait que partout où vous soyez en France, vous allez tout le temps avoir finalement un commercial UGAP à proximité. Et il y a une particularité dans le cadre de ces marchés-là de prestations intellectuelles informatiques, c'est qu'on a une équipe de chargés d'affaires qui sont dédiés vraiment à ces projets de transformation numérique. Donc c'est une dizaine de chargés d'affaires qui vont accompagner tous les bénéficiaires vraiment du début du projet, de l'expression de besoin presque jusqu'à la fin. Donc cette partie, directement, tu évoques comment l'UGAP œuvre au quotidien pour accompagner le secteur public dans sa transformation digitale, numérique. Oui, c'est ça, tout à fait. L'UGAP, vraiment, elle accompagne toutes les entités publiques dans leur transformation digitale. Alors, notamment grâce au marché de prestations intellectuelles. Donc, c'est un marché, il y a 10 marchés de prestations intellectuelles. Et parmi ces 10 marchés, on a 6 marchés qui sont des prestations intellectuelles informatiques. Donc, qui ont vraiment pour objectif d'accompagner le secteur public dans sa transformation digitale. Et dans ces 6 marchés, on retrouve, par exemple, des prestations d'audit, de formation, d'accompagnement au développement d'applications informatiques. On a une partie cybersécurité avec des tests d'intrusion, de la sensibilisation des collaborateurs. On a bien évidemment la dématérialisation, le sujet dont on parle depuis une heure. Et on a aussi des projets qui sont liés toujours de l'intelligence de la donnée. Si je dois faire un petit focus sur le marché d'assistance à la dématérialisation, que l'a dit l'autre fille, on propose des prestations vraiment de bout en bout. Donc vraiment du cadrage du projet de dématérialisation jusqu'à son exécution et son pilotage. Donc c'est vraiment de bout en bout. Ce que je vous propose, c'est que vous pouvez, si vous êtes intéressé en tout cas par ces marchés, vous pouvez vous rendre sur la page dédiée de l'offre sur UGAP.fr. Donc vous vous rendez sur UGAP.fr, vous tapez dématérialisation et vous allez atterrir sur la page dédiée et vous allez avoir tout le détail des prestations qu'on adresse au travers de ce marché. Et je voulais juste faire un petit focus sur ce marché qui est en renouvellement. Et le nouveau marché, tous les nouveaux marchés de prestations intellectuelles informatiques sortiront en janvier 2024. Très clair, merci Guilhem. 2 petites questions si tu le permets. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est le processus, comment moi, institution publique, donc peu importe la typologie de cette institution, que ce soit une collectivité ou un établissement public, peu importe, est-ce que tu peux nous expliquer le processus de contractualisation? Oui, tout à fait. Le processus est assez simple. La première étape, c'est contacter l'interlocuteur UGAP. Alors, il y a 2 options. Soit vous avez déjà un interlocuteur, donc là, c'est assez simple. Soit vous n'en avez pas. Dans ce cas-là, je vous invite à vous rendre sur la page dédiée à l'offre. Et tout en bas de cette page, il y aura un formulaire de contact où vous allez pouvoir prendre contact avec un commercial UGAP. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est faire une réunion de qualification. Donc ça sera une réunion de qualification entre l'UGAP, un chargé d'affaires, Inops, le titulaire de marché, et potentiellement un sous-traitant comme XZEMAT. Et le but de cette réunion, c'est d'affiner votre besoin, de faire en sorte que le titulaire et par exemple XZEMAT comprennent au mieux vos besoins, vos contraintes pour vous accompagner de la meilleure des manières. Donc à la suite de cette réunion de qualification, vous allez recevoir en tout cas un devis UGAP et un mémoire technique. Si c'est bon pour vous, vous pouvez le transformer en commande et après, on pourra débuter les prestations. Pour rassurer les différents participants sur l'amplitude horaire de cette réunion de qualification, ça dure entre une trentaine de minutes et 1 heure, ça ne dépasse pas 1 heure. Tout à fait. La deuxième question qui me vient à l'esprit, qui est en relation avec la première, quel est l'avantage pour moi, établissement public ou institution publique, de passer par vous ? Par le vecteur contractuel UGAP? Il y a plusieurs avantages à passer par l'UGAP. Le premier d'entre eux, c'est
c'est spécifique à ces marchés de prestations intellectuelles, c'est que il y a l'accompagnement de l'équipe de chargé d'affaires. Donc c'est vraiment une équipe dédiée qui va vous accompagner dans tout votre projet. Donc ça, c'est un gros avantage. Après, on a d'autres avantages qui sont plus spécifiquement à l'UGAP. C'est être respectueux du code de la commande publique. Quand vous passez par le vecteur UGAP, le risque juridique, il est porté par l'UGAP et pas par le bénéficiaire. Donc ça, c'est très important. En passant par l'UGAP aussi, c'est un énorme gain de temps. On raccourcit vraiment les délais entre l'expression de besoin et le début des prestations. Donc ça, c'est très important. Et le dernier avantage que je vois, ça serait de rationaliser tout ce qui est coût de procédure. Parce que finalement, le bénéficiaire n'a pas à passer de procédure, n'a pas à monter d'appel d'offres, parce que tous les marchés de l'UGAP sont déjà les résultats d'appel d'offres. Donc c'est un énorme gain en temps de rédiger une procédure d'appel d'offres et forcément un gain financier. Donc voilà, ça serait pour moi les avantages à passer par l'UGAP. Et la transition est toute trouvée avec Alain Joël, donc qui est passé par le vecteur UGAP. Donc qu'est-ce que vous en avez pensé? Quels ont été les avantages pour vous? Et voilà, faites-nous votre Je dirais, à l'époque, en effet, on est passé par le vecteur UGAP. Alors, le premier point, c'était en effet le gain de temps. Au département des Bouches-du-Rhône, passer un marché, c'est à peu près 12 mois. Si on passe sur une procédure avec négociation, on est plutôt autour des 18 mois. Donc on peut réduire à 15 en mettant un peu de pression, mais on est sur des délais quand même assez longs. Donc là, l'idée, c'était, comme les acteurs étaient décidés à aller sur cette stratégie, qu'on voyait qu'on était un peu au bout d'un modèle, c'était globalement de démarrer rapidement cette stratégie. Qui a été ralenti, je le rappelle encore avec le Covid, mais bon, ça, au moment où on a entrepris la démarche, on ne le savait pas. Donc, le premier point, c'est ça. Après, voilà, l'erreur à ne pas commettre, je pense, pour une collectivité, c'est se dire que, comme je passe par l'UGAP, je réfléchis moyennement à mon besoin. Enfin, il est important quand même de faire un cahier des charges. Donc ça, c'est des choses qu'on fait. C'est-à-dire qu'avant la réunion de cadrage, faut se demander qu'est-ce qu'on attend de la mission, qu'est-ce qu'on attend comme livrable. Donc ça, c'est important parce que de toute façon, ça aidera aussi l'UGAP et le prestataire au bout à faire son mémoire technique. Mais il est important parce que c'est vrai qu'on n'est pas comme dans un marché avec quelque part une contractualisation qui fait qu'on peut mettre facilement des pénalités. Alors, il y en a, je pense, via les marchés de l'UGAP. Après, c'est jamais le but d'une relation contractuelle de mettre des pénalités, mais c'est des choses qui peuvent arriver dans le domaine public. Donc, ça permet quand même de faire un bon cahier des charges, derrière d'avoir un mémoire technique qui décrit ce qu'il y aura dans les livrables, d'avoir quand même ce cadre contractuel qui par rapport à un marché normal, est un peu faussé via l'UGAP, puisqu'on se retrouve avec un bon de commande avec un certain nombre d'unités d'œuvre. Et puis, voilà. Donc voilà, ça, je dirais, c'est le point important. Donc, c'est vrai qu'on a utilisé pour aller vite. On continue à utiliser le vecteur de l'UGAP. Donc, à chaque fois, c'est une question. Selon les marchés, on va se demander est-ce qu'on fait un marché, une procédure avec négociation, ou est-ce qu'on passe par l'UGAP? Si je prends par exemple l'exemple du SAE, on est parti plutôt sur une procédure avec négociation. Voilà. Mais le coffre-fort numérique, on l'a pris via l'UGAP. Le parapheur et la signature électronique, on les a pris via l'UGAP aussi, en benchmarkant un certain nombre d'outils avant, bien évidemment, sûr, et en encadrant bien ce qu'on attend globalement de ces prestataires. Voilà. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on continue à être accompagné par XDMAT, toujours par le vecteur UGAP Inops, puisqu'aujourd'hui, pour nous, c'est important aussi d'avoir cette continuité. Parce que le problème des marchés publics, c'est que de temps en temps, on perd la continuité. Aujourd'hui, XDMAT nous accompagne maintenant depuis un certain nombre d'années. Et c'est vrai qu'ils connaissent quand même notre contexte, ils connaissent notre récit. Ils ont travaillé avec nous sur la cible d'urbanisation. Et aujourd'hui, recommencer tout ça avec un nouveau prestataire serait quand même dommage. Bon, en plus, ils sont locaux, ça... On fait pas de... Et en plus, on travaille bien, non? Ils travaillent bien, c'est vrai. La dimension régionale qui est importante aussi, puisque en résumé, que ce soit l'UGAP, comme évoqué tout à l'heure par Guilhem ou Inops, on est présent un peu partout au niveau sur le territoire national. Oui, mais c'est important aussi parce que c'est vrai que
bon, avec le Covid, on est passé, je veux dire, à cette notion de faire beaucoup plus en visio. Après, le présentiel, quand même, est important à certains moments des projets. Et moi, je trouve que faire un comité de pilotage ou un comité de stratégique en visio, je suis contre. Je suis pour le présentiel dessus. Parce que on voit un peu, les gens s'expriment quand même plus facilement. En visio, ils ont tendance à faire autre chose. Moi, le premier, quand je suis en visio. Donc, Mais là, tu es là. Donc ça mais là, je suis en présentiel. C'est vrai que rien ne remplace le contact humain. C'est important. C'est important. D'accord, très bien. Écoutez, merci messieurs pour ces échanges. Je vous propose de passer à la session de questions-réponses. Donc là, je vois qu'il y a quand même quelques questions dans l'outil. Première question, quels outils ont été choisis pour la GED, le SAE et le parapheur? Une question pour Alain. Alors, la GED, initialement, on avait globalement du SharePoint. Donc, c'est-à-dire que nos GED, factures, marché, RH sont sur du SharePoint. L'ancienne GED MDPH était également sur du SharePoint parce qu'elle a été réécrite, on va dire, dans la précipitation, parce que l'ancien éditeur, globalement, a arrêté tout support, toute maintenance. Et là, sur la partie MDPH, on est passé sur... Tu m'aides ou pas? Oui, tu veux. Ouais. Multigeste. Voilà. Multigeste. Donc, Efaliadoc, Multigeste, parce que l'éditeur est en train de refondre un peu son offre, mais c'est Multigeste, c'est le nom le plus connu. Efaliadoc qui est le... C'est ça. Donc, c'est vrai qu'on a pris cette solution-là parce qu'aujourd'hui, on a IODAS, un outil globalement pour la MDPH et qui va être installé aussi à la partie des PHPBA, enfin, direction des personnes âgées, des personnes handicapées. Et aujourd'hui, c'est vrai que Multigeste est l'outil qui est très bien interfacé avec IODAS. Donc aujourd'hui, il y a un gain pour le métier qui est très important. Voilà. Donc on l'a acquis aussi via le vecteur de l'UGAP pour aller vite, parce que là on avait une contrainte de temps importante. Donc voilà, on a ça. Pour le SAE, je ne peux pas vous dire encore, puisque on est au lancement, donc ça, je ne sais pas. Et le parapheur, j'ai besoin d'aide aussi. Tu l'as le nom? Je ne sais pas. Je sais plus, j'ai plus le nom. Non, là, ça a avancé sur des considérations. Voilà. On l'a acquis, j'ai plus le nom. Bon, je pourrais le communiquer après. D'accord, pas de souci. Merci. Donc, prochaine question, plus pour Thibaut. Oui. Sur le schéma que tu as présenté, dans le socle dématérialisation, on ne voit pas d'orchestrateur de bus indiqué. Dans la réalité, est-ce qu'il n'y en a aucun qui a été mis en place pour interconnecter les briques? C'est pas un choix qu'on avait fait pour le CD13 pour diverses raisons, notamment parce qu'on avait déjà beaucoup avancé sur des sujets et l'interopérabilité a été traitée autrement. Mais la question de mettre en place ce qu'on appelle communément des bus applicatifs, pour vulgariser, ce sont des robots qui vont prendre l'information à un endroit pour la transformer et la mettre à un autre endroit. Alors il y a beaucoup de nuances dans tout ça. Et c'est des éléments qu'on voit beaucoup, notamment dans une volonté de désolidariser les applications les unes avec les autres, détruire une certaine adhérence entre les applications pour pouvoir piloter l'interopérabilité en dehors de toute contrainte d'éditeur. Ça veut dire que si demain, on a une GED et un SAE qui sont interfacés, donc gestion électronique de documents et système d'archivage électronique en direct, si j'en change un, je recommence tout. Là, c'est vrai qu'avec des systèmes type ETL, ESB, EAI qui ne font pas la même chose, mais qu'on pourrait rassembler dans cette terminologie bus applicatif, finalement, on travaille par des demi-flux, on débranche un côté sans forcément débrancher le reste. Donc c'est vrai que dans l'état de l'art, ce sont des éléments qui voient de plus en plus le jour. Il y a des leaders dans le secteur public, mais c'est pas une obligation. Chaque contexte... Alors sachant quand même qu'au département, on a quand même bien évidemment des ETL, on a un ESB aussi, donc une plateforme qui s'appelle XNet qui permet de gérer ces flux interapplicatifs. Et je pense qu'on se posera la question en effet d'un orchestrateur dans le cadre de l'acquisition du SAE. Parce qu'aujourd'hui, le SAE, comme tous les métiers vont finalement se déverser dedans et qu'il y a un certain nombre de règles pour mettre en forme les bordereaux qui vont bien pour déverser, on va se poser la question. Parce que les outils actuels ne seront peut-être pas suffisants. D'accord. Ok. Merci pour vos réponses. Prochaine question, donc encore pour vous deux, messieurs. Comment concilier la segmentation métier, les silos informationnels, le gisement d'infos liés aux plateformes collaboratives et la gouvernance de l'ensemble de ces datas? Et tout ça en respectant les exigences RGPD. Alors déjà, la personne qui pose cette question pose une bonne question. Donc je ne sais pas où il en est de ses réflexions, mais c'est sûrement la plus grande difficulté en fait du sujet. C'est être en capacité, avec des problématiques différentes, parfois même contraires, comment amener beaucoup de collaboratifs tout en sécurisant les données.
ce sont des choses qui parfois sont difficilement conciliables. Ce qu'on essaye de faire, je sors un peu de la partie schéma directeur des maths, mais c'est d'apporter ce qu'on appelle une certaine gouvernance de l'information. Se poser des questions sur l'information qu'on produit en tant que telle, plus que sur les usages et les outils qu'on utilise. Quand on a cette approche de gouvernance de l'information, on est donc capable de traiter des règles sur l'information et non pas sur le contexte d'utilisation, donc des maths, urbanisation, etc. D'accord. Oui, de toute façon, la question en effet des habilitations, c'est toujours compliqué. Alors, entre une geste transverse où finalement, on va se dire, alors, est-ce qu'on met les habilitations dans la GED et c'est vite une usine à gaz et c'est surtout une maintenance qui devient très compliquée parce que dès qu'un agent, change, a une mobilité, faut pas oublier de l'enlever, faut lui mettre les nouveaux droits. Est-ce qu'on peut se retrouver à un moment donné où finalement il y a des informations où plus personne n'a le droit de les voir parce que tout le monde est parti, Ouais. parce qu'il y a ces questions-là qu'il faut se poser. Ou est-ce que, globalement, on prend une GED comme quelque part socle de stockage, on ne fait pas porter les habilitations par la GED, on n'accède pas en direct en GED, mais on y accède que via l'application métier, qui souvent, l'application métier, en fait, va gérer bien les habilitations. Parce que, si je reprends le cas de la MDPH, typiquement, dans la MDPH, les informations sont confidentielles, bien évidemment, et il y a 2 niveaux de confidentialité en plus, parce qu'il y a les instructeurs du dossier qui n'ont pas accès typiquement aux informations médicales, qui ne sont accessibles qu'à des médecins ou des infirmières. Donc, ce qui veut dire que le mieux là-dessus, c'est de faire porter par l'application métier et que la GED soit uniquement accessible, je dirais via un bouton, pour faire simple, sur la fiche de l'usager. D'accord. Je me permets aussi cette question, c'est le genre de question qu'on n'avait pas il y a encore 3-4 ans. On revient sur cet élément de crise sanitaire parce qu'elle est importante et cette question du collaboratif et de l'éclatement de l'information, sans être apparue avec la crise sanitaire, elle a été vachement accentuée après ça. Les arrivées des Teams, les arrivées des SharePoint déployés souvent très rapidement. Quand je dis très rapidement, c'est en 15 jours pour beaucoup de structures parce qu'on n'était pas câblés pour penser que ça allait nous arriver. Et donc, on s'est retrouvé avec des espaces SharePoint, des répertoires réseau, des GED déployés vraiment sans gouvernance de cette information. Et donc, c'est vrai qu'on fait beaucoup de travail en ce moment a posteriori pour remettre un peu d'ordre dans ces éléments-là. Mais pour répondre plus directement et pour apporter une réponse précise, comment on fait ? Il faut le traiter dès le départ. C'est-à-dire qu'il faut se poser cette question de la gouvernance de l'information. Je cartographie mon information, je qualifie mon information, j'établis des éléments de cycle de vie par rapport à mon information, puisque entre le moment où je crée la donnée, où je lui fais prendre une valeur probatoire et où je la détruis, où je l'archive, c'est pas les mêmes outils, c'est pas les mêmes acteurs, c'est pas les mêmes droits. Donc cette approche de gouvernance, je reviens pas dans les détails, mais qui est théorisée, ce que je dis est théorisé dans des normes, des modèles, etc. Donc je vous renvoie sur ces normes, ISO... et avec un numéro barbare 24123, allez, on va le tenter. C'est quelque chose comme ça, vous pouvez aller ISO gouvernance de l'information, vous trouverez. Et voilà, donc cette prévision, important. Oui, et c'est vrai qu'on l'a vu, nous, on a déployé Teams, en effet, dans l'urgence pendant la crise sanitaire. Aujourd'hui, Teams, tous ceux qui ont accès à Teams chez nous peuvent créer des équipes. Qui dit équipe, dit blog, dit fichier, dit tout ça. Donc, moi, je suis le premier à en créer parce qu'au niveau de la DGS, on a souvent des projets transverses, il faut échanger et c'est très pratique parce que c'est vrai que j'ai la main dessus, je peux ajouter des gens, les enlever. Par contre, je les supprime aussi, mes équipes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le projet est fini, alors je récupère les documents, je les archive globalement où il faut, mais je supprime l'équipe. Parce que sinon, je me retrouve avec une centaine d'équipes, quoi. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose, peut-être, qui est plus facile à faire sur Teams, parce que finalement, on a la main, que sur des répertoires partagés avant. Ouais. Parce que c'est vrai qu'avant, nous, créer un dossier partagé entre plusieurs acteurs, une demande de service à la DSI, qui est faite. Voilà. Après, à chaque fois qu'on veut rajouter quelqu'un, une nouvelle demande de service, et si on veut supprimer à la fin, une demande de service. Alors que là, j'ai la main sur tout. Mais il faut que je pense au cycle de vie. Et je pense que c'est pas encore dans les mœurs, c'est loin d'être dans les mœurs. Justement, vous êtes en train de parler de Teams, il y a une question qui est liée à Teams. Est-ce que Teams doit-il rester au niveau des projets collaboratifs ou il faut le considérer vraiment comme un outil métier avec des pièces jointes archivées ? Et si oui, comment archiver les entrées Teams ? Alors, comment faire une réponse en 30 secondes Pas évident. Pas évident. Moi, je pense que Teams, il faut le prendre comme du collaboratif. Oui.
comme du projet. C'est-à-dire que c'est très bien quand on est en mode projet pour échanger, pour pouvoir annoter les documents, etc. À un moment donné, il faut l'archiver autre part. Teams n'a pas vocation à devenir un archivage intermédiaire, voire un archivage définitif. Donc après, si on n'a plus besoin des documents projet, je veux dire, si personne en a besoin, poubelle, parce que c'était pour passer une crise ou autre. Si maintenant il faut les garder, il faut les garder et les structurer aussi, parce que le problème de Teams, c'est que on se crée à la volée, comme on a tous les droits, on crée à la volée. Donc à un moment donné, on va se retrouver avec des documents en double, en triple, en quadruple. Bien que Teams, forcément, fasse des révisions sur les documents, il y en a, ils vont quand même mettre V1, V2, V3. Donc voilà. Donc pour moi, ça doit rester au niveau du projet. Et c'est en aucun cas, il faut le considérer comme un outil de GED. Moi, je suis d'accord. Teams n'est pas une GED, même si les protocoles techniques derrière sont des protocoles liés à SharePoint. On est sur de l'outil collaboratif et je dirais même de l'outil collaboratif non structuré. Parce qu'aujourd'hui, avec de la GED, avec les systèmes de versionning, de workflow, etc., on peut très bien structurer du collaboratif. Ouais. Teams, c'est intéressant effectivement pour gérer des projets comme le disait Alain Jouel, ce qui ne nous empêche pas de travailler sur des modalités de règles et d'exception à ces règles. Ouais. Aujourd'hui, on a des Teams dans lesquels on peut retrouver des documents qui peuvent avoir une valeur historique en termes d'archivage électronique ou même pire, qui peuvent avoir une certaine valeur informationnelle ou probatoire et qui ne sont pas ou mal gérés. Donc on revient sur cette question de gouvernance et de gestion des process. Teams est très intéressant dès lors qu'on le positionne au bon endroit. C'est pas une GED et je crois que le terme outil métier a été prononcé. Pour moi, c'est pas non plus un outil métier. Si je devais le qualifier, je dirais c'est un outil collaboratif qui permet de mettre en œuvre tous les éléments collaboratifs, comme il y en a d'autres. On parle beaucoup de Teams, mais sur le marché, il y en a beaucoup d'autres. Voilà. Et n'oublions pas aussi que dans Teams, finalement, on a un administrateur d'équipe. Je veux dire, il en faut deux quand on crée une équipe. L'administrateur d'équipe s'en va, voire les deux s'en vont. Quid. Voilà, l'équipe qui la récupère. Ouais. Alors, en général, les DSI peuvent les récupérer, mais encore faut-il savoir qu'il y a une équipe, que les personnes ne sont plus là. Et puis, c'est pareil, il y a cette gestion des droits qu'il ne faut pas oublier. C'est pas parce qu'à un moment donné, j'avais le droit de voir un truc que 2 ans après, j'ai toujours le droit. Bien sûr, bien sûr. Et dans Teams, on rajoute, comme dans une application métier, sauf que dans les applications métiers, normalement, on a des revues annuelles de droits. Donc, dans Teams, on rajoute, et puis à un moment donné, plus personne ne s'en occupe de l'équipe. Tout à fait. Et finalement, les gens ont accès ad vitam. Ils peuvent créer, supprimer, modifier. Et puis, tout le monde ne sait pas l'utiliser correctement non plus. Moi, j'ai le souvenir d'un chef de service qui a supprimé par erreur des documents de son équipe. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il envoie un mail à tout le monde pour leur dire « remettez les documents ». Bon, on va dans SharePoint, c'est dans la corbeille, quoi. Ouais. Enfin, donc, en plus, il y a ces problèmes d'usage. Bien sûr. Donc, il ne faut pas l'oublier. Tout le monde pense que c'est facile parce que c'est vrai que c'est facile, mais derrière, il y a un certain nombre de choses à connaître quand même. Aujourd'hui, il y a un marché quand même qui est dynamique là-dessus, avec l'extension de Microsoft 365 et toute l'offre autour de ça. Il y a des sociétés qui ont décidé de prendre ça vraiment à bras-le-corps, presque des structures intégrateurs, prestataires, éditeurs, qui ont créé des surcouches par rapport à tout ça pour amener une expérience utilisateur, uniformisation des droits, une gestion du cycle de vie. Donc on a plusieurs sociétés, des PME, puis même des TPE, qui ont développé par-dessus ces outils-là des couches utiles dans le cadre d'une gouvernance et d'une logique même pour recoller d'urbanisation. D'accord. Messieurs, il est déjà 12h34. Je vous propose de prendre une dernière question et après on répondra aux questions qui ont été posées. Par la suite, on vous recontactera sans souci. Vous avez évoqué Teams, vous avez évoqué SharePoint. Quid de l'RGPD concernant ces outils ? Alors, souvent, la question du RGPD, quand on parle de ces outils, revient sur la question de l'hébergement. Souvent, c'est par là qu'on prend la problématique, où on va dire où sont hébergées les données qui sont posées dans Teams. Alors, ça dépend des contrats. Aujourd'hui, il y a des hébergements nationaux autour de l'offre Azure, qui est l'offre cloud de Microsoft. Donc ça, il y a des modalités contractuelles sur lesquelles on peut se rassurer. Et deuxième chose, et c'est là où moi j'avance, pour moi, c'est pas cette problématique contractuelle ou technique le plus dur. C'est le RGPD, c'est comment je protège mes données. Je peux très bien héberger en France sans que rien du tout, organisationnellement ou fonctionnellement, soit protégé. Donc moi, c'est plutôt là que je vais insister. Alors, avec toutes les guillemets, les parenthèses, les attention warning qu'on met sur l'hébergement France de Azure, mais mine de rien, au-delà de cette question de l'hébergement, se posait aussi la question de la conformité RGPD, du classement, de l'usage, des droits, de la diffusion et de la sécurisation des données en dehors de cette question de l'hébergement.
Après aussi, ça va dépendre clairement de ce qu'on met comme données dans Teams. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on préconise aux directions de métier, mais bien évidemment, on ne peut pas vérifier, de ne pas mettre de données personnelles. C'est-à-dire que le social crée une équipe Teams, il ne met pas des listes de noms, prénoms, de difficultés sociales quelconques. Ça, voilà, normalement, c'est interdit. Comme c'est interdit de les transmettre par mail. Tout à fait. Après, ils le font pas, c'est toujours plus compliqué. Après, Teams, nous, on a fait le choix. On avait pour l'instant une messagerie qui était, je dirais, on-premise. On est en train de la sortir justement dans Office 365. Donc, ça va être fait là d'ici la fin de l'année. Donc, c'est déjà en cours. Donc, on a fait le choix par rapport au risque. Alors, OK, il y a un risque RGPD, récupération des données par la NSA et autres. Par rapport au risque d'attaque cyber, on a fait le choix de sortir les données. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, tous les départements qui ont été attaqués, et bon, moi je suis aussi responsable cybersécurité, donc je connais bien le sujet, ceux qui s'en sont le mieux sortis, c'est ceux qui quand même avaient du Teams derrière, parce qu'ils ont pu continuer à travailler un minimum. D'accord. Alors, c'est loin d'être simple, mais il y a au moins, déjà la communication, c'est quand même un point important en cas de cyberattaque. Donc nous, on a fait ce choix de sortir. Oui. Voilà, qu'il y a aussi des contraintes que les utilisateurs doivent respecter. Après, on ne peut pas être derrière tout le monde. Et c'est de l'apprentissage, répéter les messages, mettre en place des campagnes de phishing et autres pour les sensibiliser à tout ça. Voilà. Écoutez, merci messieurs pour ces échanges très intéressants, ce retour d'expérience très intéressant. On répondra effectivement aux questions qui ont été posées dans le chat. On vous recontactera pour vous apporter une réponse. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter à tous une bonne journée, une agréable journée. On vous remercie d'avoir suivi ce webinaire. Et merci à tous. À bientôt. Merci. À bientôt. Merci messieurs. Merci d'avoir suivi. Au revoir. Merci.